Coucou. Le 4 avril 1988, après 6 jours à subir les pires supplices, Chris Brisson réussit à s'enfuir de la maison de son bourreau en sautant par la fenêtre. Les policiers qui sont alertés vont alors découvrir à l'intérieur de cette maison des centaines de photos représentant des gens en train de souffrir et de mourir entre ces murs. Le propriétaire, qui sera surnommé le boucher de Kansas City, est arrêté et suite à ses aveux, va devenir l'un des pires tueurs en série de son état. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut à tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, spéciale tueur en série. On va parler de Robert Berdella, plus connu sous le nom du boucher de Kansas City, accusé officiellement d'avoir fait 6 victimes que l'on a pu identifier sur les plus de 300 photos retrouvées à son domicile. Vous comprendrez donc qu'on est bien loin du compte. Petite parenthèse, si vous entendez des coups dans les murs pendant cet HVF, c'est pas la personne qui est dans ma cave qui essaie de s'enfuir, c'est simplement mon voisin qui fait des travaux. Voilà. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une découverte choquante. Notre histoire prend place aujourd'hui à Kansas City, qui se trouve, comme son nom l'indique, roulement de tambour et trompette dans le Missouri. Ah là, je vous ai bien eu. C'est dans cette ville, qui est statistiquement la plus grande du Missouri, que Chris Brisson, qui a 22 ans, va vivre les jours les plus traumatisants de sa vie. Nous sommes le 29 mars 1988. Il est 1h du matin et Chris est en train de se prostituer dans les rues de Kansas City. C'est alors qu'un homme, Robert Berdella, va s'arrêter à côté de lui pour lui demander son prix et l'inviter chez lui afin d'avoir une relation. Chris se retrouve alors au 4315 Charlotte Street. Bon, j'ai pas été chercher bien loin pour l'adresse, elle est sous la photo. C'est une maison typique de la ville avec un étage, un grenier et une cave. Chris y entre sans appréhension. Ce n'est pas la première fois qu'il va chez un client et en plus, Robert a promis de bien le payer. Les deux hommes montent à l'étage, Chris entre dans la chambre et reçoit un violent coup derrière la tête. Il s'effondre, c'est le trou noir. Robert va alors attacher le garçon à son lit et attendre plusieurs heures qu'il se réveille. Chris, en se réveillant, comprend ce qu'il se passe. Il avait déjà subi des violences qui sont malheureusement courantes dans sa profession. Mais jamais il n'avait eu autant peur d'un homme. En voyant Robert et sa détermination, il va comprendre que sa vie est en danger. Robert va d'abord abuser de Chris, qui le supplie de le laisser partir, puis lui mettre de l'ammoniac dans les yeux. C'est une sorte d'acide qui irrite, dessèche et pique vraiment fort. Tout en lui versant cet acide dans les yeux, Robert dira « Les seules choses auxquelles tu dois penser, c'est toi, moi et cette maison ». Pendant quasiment 1 semaine, 6 jours précisément, Chris va être torturé régulièrement. Il aura les membres tordus, la circulation sanguine coupée, un collier de chien entouré autour du cou. Jusqu'à la journée du 4 avril, pendant laquelle Robert va accepter, après s'être amusé avec des allumettes sur le corps de Chris, de bouger ses mains qui depuis plusieurs jours maintenant sont au-dessus de sa tête. Donc la circulation ne se fait plus et ça le fait beaucoup souffrir. Robert va donc prendre les mains de Chris et les mettre sur le devant de son corps pour que le sang circule mieux. Ce jour-là, Robert va faire une erreur qui va lui coûter sa liberté. Il va oublier sa boîte d'allumettes à côté de Chris. Une fois Robert parti au travail, Chris va attraper comme il le peut la boîte d'allumettes, en allumer une et brûler les liens qui lui bloquent les mains. Faudrait pas foutre le feu au studio. Chris se détache les mains, se détache les pieds et terrifié à l'idée de croiser Robert au rez-de-chaussée, imaginons qu'il ait oublié quelque chose en partant du travail et qu'il revienne, il va préférer sauter par la fenêtre du premier étage et se briser un pied. Bon alors forcément, même en boitant, il va réussir à aller chez un voisin qui, en voyant l'homme terrifié, nu, avec des bleus, des coups, des cicatrices, va immédiatement avertir les secours. Robert Berdella est arrêté en rentrant du travail. Sa maison est perquisitionnée et l'affaire de celui qui sera surnommé le boucher de Kansas City
éclate. C'est une véritable chambre de torture qui est découverte dans la maison de Robert Berdela. On y retrouve des pinces reliées à des transformateurs électriques, des seringues remplies de produits ménagers, bref, tout ce qu'il faut pour faire mal. Oui, posez pas trop de questions. Et les policiers envoyés sur place vont comprendre que tout ce qu'ils ont autour d'eux n'est pas qu'un décor. Tout ça constitue une réalité et ils vont le comprendre au moment où ils vont ouvrir un placard et découvrir un crâne humain. Bon alors là, j'ai pas grand chose pour vous illustrer, j'ai tout jeté. Les hommes, toujours accompagnés de Robert, vont se rendre à l'arrière de la cour et y découvrir un véritable charnier humain. Des os, des vertèbres, des mains, des têtes, des dents sont plus ou moins enterrées. Mais ce n'est même pas le pire dans notre début d'affaire. Le plus horrible, ce sont les plus de 334 photos représentant des victimes décédées ou en train de se faire torturer, qui seront retrouvées dans une pièce remplie de documents. Bah dis donc, ce début d'HVF, il y a de l'ambiance, hein. Il manquerait plus que je vous dise de venir sur mon Twitter pour voir certaines de ces photos pour les plus avertis d'entre vous, et on est au max. Mais que faisait vraiment subir Robert à ses victimes? Depuis combien de temps sa carrière de tueur en série a-t-elle débuté? Un début de vie mouvementé. Robert Berdela naît le 31 janvier 1949 dans une famille assez stricte et très croyante. Son père, Robert Berdela Jr., est un ouvrier qui travaille dans une usine Ford et sa mère Marie est au foyer. La famille se rend tous les dimanches à la messe. Son père, étant d'origine italienne, il a migré aux États-Unis quand le fascisme faisait rage dans son pays. Donc, il remercie Dieu pour cette nouvelle vie loin de la guerre. En 1956, Robert a un frère, Daniel. Les deux garçons vont être élevés par l'amour de leur mère et les coups de ceinture de leur père qui se montraient régulièrement violents envers eux. En grandissant, Robert va être un peu plan-plan, un peu mou, pas vraiment fort en sport, plutôt solitaire et sans amis. Il va rester dans son coin et passer les classes jusqu'au lycée où il va découvrir qu'il est homosexuel. Ayant grandi dans une famille très croyante, allant à la messe tous les dimanches et avec un père violent, vous imaginez bien que ça la fout mal. Il va donc s'intéresser aux filles, mais rien n'y fait. Robert, ce qu'il aime, ce sont les garçons. Pour cacher son homosexualité, il va donc jouer au bad boy, au dur, à celui qui se bagarre et qui insulte les autres. Non pas qu'en étant gay, il ne peut pas être tout ça, il ne peut pas être un bad boy ou quelqu'un de dur, mais à l'époque, les clichés sur la communauté homosexuelle étaient très forts. Donc Robert a tout de suite voulu s'imposer pour ne pas devenir malheureusement la victime du groupe. Se mettant à fumer, se bagarrant régulièrement et se plongeant même dans le trafic de drogue, Robert change radicalement de personnalité. En 1965, son père décède d'une crise cardiaque à l'âge de 39 ans. Robert en a 16. Il devient alors l'homme de la maison. Et le temps que sa mère se remarie, il va trouver un travail de serveur dans un petit restaurant pour subvenir aux besoins de sa famille. Malheureusement, il y sera agressé par l'un de ses collègues et à partir de ce moment-là, Robert refusera de se rendre à la messe, refusera de prier un Dieu qui à ce moment-là n'a pas su le protéger alors qu'il lui voue quasiment sa vie depuis le début. La même année, il va regarder le film The Collector, qui parle d'un homme nommé Freddy ayant kidnappé une femme, Miranda, et qui la retient prisonnier chez lui, et plus précisément dans sa cave. Bah il faut des films pour tout le monde, hein. Même les tueurs en série ont le droit de se divertir. Non mais un peu d'ouverture d'esprit quoi. Petit spoiler, dans la cave les deux finissent par se battre, Freddy est blessé mais prend le dessus et pendant la bagarre, le chauffage de la cave se casse. Freddy part à l'hôpital pendant 3 jours et Miranda est prisonnière de cet endroit glacial, sans chauffage. Lorsque Freddy revient après son hospitalisation, Miranda est malade, frigorifiée et décède. La dernière scène du film montre Freddy dans sa camionnette en train de chasser l'infirmière qui s'est occupée de lui pendant son séjour à l'hôpital. Ce film, Robert en parlera régulièrement. Il expliquera que, en le visionnant, ça a fait naître des pulsions en lui. Il a aimé voir la peur sur le visage de Miranda et va tout faire tout au long de sa carrière criminelle pour ressentir cette peur. En 1967, il entre à l'Institut d'art de Kansas City pour y suivre des études d'art. Oui bon, je sais que cette révélation vous chamboule, respirez un grand coup, ça va aller. Il va se lier d'amitié avec d'autres étudiants et continuer ses petits trafics de drogue et de médicaments qui lui rapportent quelques sous lui permettant de bien vivre pour son âge. Pendant son temps libre, il se trouve une occupation assez spéciale, celle qui est très cliché et souvent liée au futur tueur en série.
Il va torturer les animaux, mais attention, pour l'art, hein, pas par plaisir. Robert va, lors d'un spectacle organisé par son école, attraper un canard vivant, lui arracher les ailes, lui faire du mal et le jeter dans une marmite d'eau bouillante. Coin coin. Il va aussi faire divers tests en injectant à des chiens des sédatifs et divers produits ménagers pour voir leur réaction. C'est exactement ce qu'il va faire plus tard, mais sur des humains. À 19 ans, en janvier 1968, notre cher Robert est finalement arrêté pour ses divers trafics et reçoit une amende de 3 000 $ associée à 5 ans de prison avec sursis. Bon, ça va pas du tout le calmer, les mois suivants, il est de nouveau arrêté et passe 5 jours en prison. À la fin du mois de décembre 1969, il sera viré de son école d'art à cause de ses pratiques plus que douteuses vis-à-vis des animaux qu'il rapportait en cours, vivants ou morts, pour en faire de l'art. Bon, à l'époque, la protection des animaux, c'était pas ça, mais on faisait quand même le minimum quand il y avait un cinglé sur scène lors d'un spectacle qui découpait des animaux vivants pour le plaisir. Après cette déscolarisation forcée, Robert va devenir cuisinier, mais il va aussi faire de plus en plus les marchés sur lesquels il va vendre ce qu'il appelle des curiosités, des artefacts, des antiquités, des petits bijoux qui ne valent pas grand-chose. Le problème, d'après mes recherches, c'est qu'on ne sait pas vraiment d'où viennent les petits objets qu'il met en vente. Et pendant ma petite enquête, j'ai remarqué qu'aucun média n'avait fait cette supposition. Mais de mon point de vue, je pense que la carrière, enfin carrière, c'est pas un métier, vous m'avez compris, on va surtout parler de parcours du tueur en série qui pour moi, concernant Robert, débute entre 1979 et 1981. Ce qui me fait dire ça, ce n'est pas une simple supposition, c'est surtout qu'il va même aller jusqu'à ouvrir un magasin de bizarreries nommé Bob's Bazar Bizarre. Petite boutique dans laquelle il va continuer à vendre des objets dont personne ne demande la provenance. Mais cette piste n'a pas été creusée par les enquêteurs de l'époque, puisqu'à mon avis, vu ce qu'ils retrouvent et vont découvrir chez lui, ils avaient assez de preuves pour le condamner sur plusieurs centaines d'années. Grâce aux économies réalisées suite à ses trafics, à son travail de cuisinier et à ses diverses ventes de babioles, Robert va pouvoir acheter une petite maison très sympa qui sera surnommée par la suite la maison de l'horreur. Bon, au final, comme toutes les maisons de tueurs en série, je sais, c'est pas très original. Les expériences de Robert Berdella débutent alors. Et ce qui va le faire entrer dans cette folie meurtrière est une peine de cœur. Bah oui, qui n'a jamais eu envie de séquestrer des gens dans sa cave après s'être fait larguer? Je t'avais prévenu, hein! En 1982, Robert rencontre un soldat, vétéran du Vietnam, dont le nom n'a pas été révélé. Cette relation va le faire beaucoup souffrir puisque son petit ami souffre de troubles psychologiques, a des crises de nerfs, mais surtout un stress post-traumatique comme beaucoup de soldats qui rentrent au pays. Ces crises font peur à Robert et les deux décident de se séparer. Se retrouvant seul dans sa belle maison, notre futur boucher de Kansas City va décider d'héberger chez lui des jeunes hommes perdus, des SDF, des prostituées, des toxicos qui n'ont nulle part où aller et qui suivent volontiers Robert qui leur offre un toit pour quelques jours. Certains ressortent, d'autres ne seront jamais revus. La première victime officiellement connue de Robert est un certain Jerry Howell qui a 19 ans. C'est le fils d'un ami de Robert qui a maintenant 35 ans. Il va se lier d'amitié avec lui et vont sortir dans diverses soirées. Mais Robert est attiré par Jerry. Le 5 juillet 1984, alors qu'ils traînent ensemble en voiture, Jerry va recevoir une piqûre de tranquillisant pour animaux. Il sera emmené au 4315 Charlotte Street, accroché au lit, bâillonné, il finira par mourir étouffé dans son vomi après 28 heures d'enfer. Robert va alors le descendre dans sa cave, l'accrocher à une poutre, le vider, le mettre dans des sacs poubelles qui seront ramassés et brûlés par la déchetterie du coin. Propre, efficace. Vous demandez sûrement comment je peux connaître autant de détails sur ce crime et sur tous les autres qui vont suivre. C'est très simple, Robert tenait un journal intime dans lequel il écrivait tout ce qu'il faisait et le nom des victimes. Après c'est une démarche scientifique comme une autre. Robert racontera au père de Jerry qu'il l'a déposé près de chez lui en pleine nuit et qu'il ne sait pas ce qui a pu lui arriver. Le 10 avril 1985, c'est l'un des anciens jeunes qu'il a aidé qui lui demande de l'aide. Un certain Robert Sheldon vient donc habiter chez notre Robert. Ça fait beaucoup de Robert, qui va le droguer, puis finalement décider de ne pas le garder chez lui parce qu'il ne l'attire pas. Il l'emmène donc chez le médecin pour le faire soigner, disant qu'il se sent mal et qu'il a sûrement eu une intoxication alimentaire. Ça passe tranquillement, Sheldon ne se rend compte de rien jusqu'au 12 avril où cette fois Robert décide de ne pas l'emmener au médecin. Sheldon se retrouve donc accroché au lit,
et bâillonné. Le souci, c'est qu'il n'a pas forcément choisi le bon timing pour accrocher un type à son lit, puisque le 15, soit 3 jours plus tard, un ouvrier se pointe pour réaliser des travaux sur le toit de Robert. Il les avait commandés bien avant et avait simplement oublié que le monsieur devait venir. Il va donc accepter que l'ouvrier entre, qu'il se rende sur le toit, lui montrer ce qu'il y a à faire, et Robert va redescendre dans la chambre, prendre un sac plastique et le mettre autour de la tête de Sheldon. Ensuite, il le mettra dans sa baignoire, puisque la salle de bain ne disposant pas de grandes fenêtres, personne ne pouvait le voir, pas même l'ouvrier qui était sur le toit. Cette fois-ci, Sheldon va lui aussi se retrouver en plusieurs morceaux, mais sera enterré dans le jardin. Pour chaque victime, Robert prend des photos Polaroid. Et je précise bien Polaroid puisque ce sont des photos instantanées qui sortent tout de suite. Vous imaginez bien que notre cher Robert ne se rendait pas chez le photographe du coin pour faire développer sa pellicule de torture. La prochaine victime, selon son carnet, a été Mark Wallace, le 22 juin 1985. Il l'avait engagé pour tailler ses haies de jardin, mais le temps s'est dégradé et une tempête a éclaté. Mark s'est donc réfugié à l'intérieur du petit hangar à outils qu'avait Robert, qui est d'ailleurs venu le rejoindre. Et il a remarqué que Mark était très stressé à cause de l'orage. Il lui a alors proposé des calmants. Mark a accepté et s'est effondré. Il s'est réveillé comme beaucoup d'autres avant lui, dans la chambre de Robert, accroché au lit. Mais cette fois-ci, avec des pinces reliées à un transformateur électrique. Oh la vache. Mark ne survivra pas longtemps. Il décédera le lendemain, à 19h, à cause des divers produits ménagers que lui avait injectés Robert, et il terminera dans le jardin. Le 26 septembre 1986, il reçoit l'appel de James Ferris, l'une de ses connaissances qui lui demande de l'héberger le temps de son passage à Kansas City. Robert accepte bien évidemment, il a de nouvelles expériences à tenter, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? James sera accroché à son tour et selon le journal intime de Robert, il est celui qui va le plus souffrir. Alors, j'en suis pas vraiment convaincu vu ce qui arrive après, vous allez voir que ça monte crescendo, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires, mais préparez-vous. Il va lui infliger des chocs électriques à l'entrejambe pendant plus de 5 minutes et James va hurler de douleur. Et je sais même pas si le mot hurler est assez fort. Il finira par mourir de douleur après 27 heures et Robert conclura le meurtre de James en écrivant dans son journal « Projet arrêté ». À partir de ce moment-là, Robert va faire en sorte que ses futures victimes vivent le plus longtemps possible. Todd Stoops a 21 ans lorsqu'il accepte de venir manger chez Robert en juin 1986. Le garçon deviendra aveugle suite à des chocs électriques et un produit ménager lui sera mis dans la gorge pour qu'il ne puisse plus parler. Il décédera après 20 jours de calvaire. Larry Pearson, une autre connaissance de Robert, âgé quant à lui de 20 ans, va avoir le malheur de se moquer de lui pendant une soirée passée ensemble. Il sera drogué, descendu à la cave, accroché à une poutre et il lui fera boire de force du liquide pour déboucher les canalisations. Il finira par recevoir un violent coup de bois à la tête puisque, suite à une agression, il avait mordu Robert à l'entrejambe puisque il savait de toute façon qu'il était foutu, donc il a voulu partir dans un ultime barreau d'honneur. Robert se rendra ensuite à l'hôpital pour se faire soigner et suivra méthodiquement sa méthode. La baignoire, la découpe, le jardin. Sa prochaine victime sera Chris, qui réussira à s'enfuir et à prévenir les secours pour faire arrêter Robert et lancer la perquisition. L'arrestation. La maison de Robert est perquisitionnée et il est arrêté comme je vous l'expliquais au début de cet HVF. On y découvre son journal intime dans lequel il décrit tous les sévices infligés à ses victimes avec des noms de code. CP pour injection, DC, injection dans la gorge ou prélèvement d'un œil, EK, décharge électrique. Les enquêteurs vont découvrir que Robert est connu à Kansas City pour être un homme violent, qui fait peur aux hommes se prostituant dans les rues. Et au fil des mois, la rumeur courait de plus en plus, disant que certains hommes qui avaient accepté d'aller chez Robert n'avaient plus jamais été revus. Aucune estimation ne sera faite, les enquêteurs ne s'intéressant pas à ces possibles victimes. Robert avait également été pendant plusieurs années chargé du programme de surveillance contre le crime dans le quartier, Caucas. Lors de son procès, il plaidera coupable pour éviter la peine de mort et il dira pour se défendre « Ce n'étaient plus des gens. Une fois que je les avais attachés et que je les utilisais, ils sont devenus autre chose que des personnes pour moi. Je n'ai jamais pensé qu'ils pouvaient mourir. » Bah oui,
Pourquoi il finirait par mourir après avoir reçu des chocs électriques et du liquide pour déboucher les chiottes dans les veines? Qui veut essayer? Plus sérieusement, c'est quelque chose que l'on voit très souvent chez les tueurs en série. Cette dépersonnalisation des victimes qui deviennent, pour nos chers psychopathes, des objets, des jouets à qui l'on peut faire tout ce que l'on veut. Je me documente de plus en plus dernièrement sur les tueurs en série en lisant des livres, des thèses de droit et autres, et selon ma première analyse que j'ose vous faire aujourd'hui, Robert semble être un tueur désorganisé. Il est doté d'une intelligence moyenne, il vit seul, n'a jamais eu de relation stable et ses crimes se font par pulsion. Il ne réfléchit pas à savoir si, en tuant cette personne, quelqu'un pourra remonter jusque lui. Il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est répondre à sa pulsion. Il exerce une violence immédiate vis-à-vis de sa victime et laisse toutes les preuves possibles chez lui. D'ailleurs, le lieu du crime est sa propre maison, ce qui prouve bien qu'il n'en a rien à faire au final. Il veut juste s'amuser, commettre le plus de crimes possible en un minimum de temps. Plaidant coupable, Robert balancera tout lors de son procès. Tout, en fonction des preuves. Il nommera seulement les personnes pour lesquelles on a retrouvé les restes dans sa cour ou dans ses placards. Soit 6 personnes, plus un qui a réussi à s'échapper. Je rappelle qu'on retrouve plus de 300 Polaroids. En décembre 1988, Robert est reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine de prison à vie. Grâce à ses aveux, il a évité la chaise électrique. Les rapports psychiatriques le décriront comme égoïste, égocentrique, sadique et psychopathe, ne ressentant aucun remords vis-à-vis de ce qu'il avait fait et prêt à tout pour s'en sortir. Il donnera plusieurs interviews pendant ses années de prison, expliquant qu'il n'a pas voulu tuer, qu'il ne sait pas pourquoi il a fait ça, que les morts étaient des accidents. Un film très controversé sortira en 2009 pour raconter sa vie, nommé Berdela. Je vous mettrai quelques extraits sur mon Twitter. Mais j'ai pu en visionner une partie en streaming et le film est vraiment malsain puisqu'on a l'impression que le réalisateur a pris plaisir à tourner ces scènes. Finalement, Robert ne fera que 4 ans de prison puisqu'il décédera d'une crise cardiaque en 1992 à l'âge de 43 ans. Sa maison sera détruite et on peut remarquer aujourd'hui un trou, si j'ose dire, entre 2 maisons dans Charlotte Street puisqu'elle n'a jamais été reconstruite. C'est ainsi que se termine l'histoire de Robert Berdela, surnommé le boucher de Kansas City. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez boucher en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, de me suivre sur mes réseaux, Twitter, Instagram, Twitch, j'y suis très actif. C'était Max Guys, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle HVF. Et puis, bye!